Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de /E/OS, un système d'exploitation open source pour mobile avec Gaël Duval. Bonjour Gaël. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff, Bonjour. Paul Amar Bonjour. et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Gaël, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Avec plaisir. Donc je m'appelle Gaël. Je suis informaticien de formation et je suis aussi entrepreneur parce que dès la fin de mes études, j'ai commencé à monter des entreprises autour de l'informatique et en particulier autour de Linux et du logiciel libre. Donc ça remonte à quelques années, mais en l'occurrence, à la fin de mes études, j'ai lancé un système d'exploitation pour PC à l'époque, pas pour smartphone, mais qui s'appelait Mandrake Linux et qui a eu un beau succès à la fin des années 90, début des années 2000. Voilà, et puis plus récemment, j'ai lancé un système d'exploitation pour smartphone qui s'appelle EOS en français, /E/OS, et qui a l'ambition de fournir un système d'exploitation mobile qui soit à la fois facile à utiliser et qui offre des garanties très fortes en termes de protection des données personnelles de ses utilisateurs. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans ce projet ? Alors ça c'est une très bonne question et la réponse est assez simple. Si on remonte à quelques années, donc en 2017, moi qui venais du PC, j'ai découvert un petit peu plus le monde du smartphone pour plein de raisons. J'ai trouvé ça assez passionnant et à la fois j'ai réalisé à quel point dans le smartphone, quand on descend un petit peu dans les couches basses, comment ça fonctionne vraiment, intimement. Il y a tout un système en fait, on appelle ça un business model en anglais, un modèle économique qui s'articule autour de la collecte permanente des données personnelles des utilisateurs. C'est-à-dire que on va vous offrir un truc qui à la base est plutôt gratuit, quoi, grosso modo. Et donc c'est cool. Mais derrière, en fait, il y a tout un système qui s'organise pour qu'en fait vous payiez. Comment vous payez ? C'est en fournissant toutes vos données personnelles. Donc pour résumer un petit peu rapidement, si j'ai un téléphone sous Android aujourd'hui ou sur Apple, un iPhone, je vais avoir entre 6 et 12 mégaoctets de données personnelles qui sont collectées tous les jours. Donc mes données personnelles, c'est quoi ? C'est là où je me trouve, la géolocalisation, c'est quelles applications je télécharge, quelles applications j'utilise, quand je les utilise, de quelle manière je les utilise, c'est quelle recherche je vais faire sur Internet si j'utilise Google ou Bing ou ce genre de moteur de recherche. C'est mon historique de navigation, c'est mes mails si j'utilise Gmail, etc. Donc en fait, grosso modo, c'est toute votre vie, quoi. Enfin, parce qu'aujourd'hui, la vie sur le smartphone, c'est un peu la vie intime. C'est pas comme il y a 20 ou 30 ans. Donc en fait, vous donnez toute votre vie à des acteurs privés, en l'occurrence, qui vont les exploiter pour vendre de la publicité plus chère, parce qu'en fait, quand ils vous connaissent bien, très bien, intimement bien, c'est-à-dire jusqu'à je sais pas, votre orientation sexuelle, vos habitudes de consommation, toutes sortes de choses, ils peuvent vous vendre de la publicité hyper ciblée. Et la publicité hyper ciblée, en fait, elle est vendue beaucoup plus cher que la publicité, comme si vous êtes devant votre télé, regardez la télé, vous voyez une publicité à un moment qui vous concerne pas du tout. Et en fait, en l'occurrence, ils vont vous fournir que des publicités qui vous concernent extrêmement bien, de manière extrêmement ciblée. Et ça, c'est un problème pour plein de raisons. Déjà pour des problèmes éthiques et moraux, à mon sens. Et aussi parce que ça peut avoir des conséquences importantes sur nos vies, sur la démocratie, sur plein de choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ces données-là, elles sont détenues, elles sont entre les mains d'acteurs privés et qui peuvent en faire ce qu'ils veulent aujourd'hui, mais pas seulement, parce que demain, on ne sait pas à quel point ça ne peut pas être exploité par
des gouvernements, ça ne peut pas être exploité par des intrusions dans les serveurs de Google qui vont récupérer toutes les données personnelles de tous les utilisateurs de Google. Ça représente quelques milliards de personnes quand même, à des fins qu'on ne connaît pas. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de société. Je pense qu'il est extrêmement sous-estimé dans le débat public, qui est pas assez connu sans doute. Et donc nous on répond à ça en faisant un système d'exploitation mobile qui justement va vous protéger en fait. L'idée c'est de donner des garanties assez fortes en termes de protection des données personnelles pour les utilisateurs. Et donc c'est ça qui m'a amené à l'idée de monter EOS. C'est parce que je trouvais pas d'alternative en fait à iOS sur iPhone ou à Android sur tout le reste des téléphones du marché. Juste pour revenir sur le nom EOS, comment est-ce que tu l'as choisi ? Alors ça c'était un accident industriel. Au départ ça s'appelait ILO, de EELO, et puis on a lancé le projet comme ça, et puis au bout de quelques mois d'existence, on a eu un problème juridique avec une entreprise qui avait déposé un nom qui n'était pas ILO mais qui ressemblait un petit peu, et qui assez vite nous a fait comprendre que soit on voulait aller au tribunal dépenser des dizaines ou des centaines de milliers d'euros pour se battre pour gagner notre nom, soit on l'abandonnait. Donc comme c'était le début du projet, on n'avait pas un sou, on a changé de nom, et en 24-48 heures on a dû trouver un nouveau nom, et on a eu la mauvaise idée d'appeler ça /e/os. Ce qui a un avantage, c'est que le nom est assez singulier, donc on nous interroge souvent sur ce sujet-là, et l'inconvénient que quand on le cherche sur internet, surtout au début en fait, c'était très compliqué parce que / dans un navigateur web, ça renvoie au système de fichiers local. Non, ça reste un problème. Et donc voilà. Après ça, aujourd'hui, sur n'importe quel moteur de recherche, quand on cherche le nom de l'OS, ça se passe bien et on a les résultats. Et il y a plus tellement de il y a plus tellement de plans de changer de nom pour l'OS, parce qu'on a introduit en fait une marque pour les produits qui utilisent cet OS qui s'appelle Murena. Et aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment de communiquer autour de ce nom de marque, plutôt que l'OS qui est un truc quand même de technophile qui intéresse pas trop ma mère en fait. Oui, et puis l'avantage de Murena, c'est que les recherches sur internet, elles marchent beaucoup mieux. Ouais, et puis en plus il y a murena.com, parce que /e/os.com, c'est pas possible quoi. C'est une très bonne BD, ceci dit, Murena, donc ça peut aussi polluer tes résultats. Ça pourrait être ça, ou l'inverse. Et quand tu dis le on, c'est combien de personnes derrière ? Alors aujourd'hui on est un peu plus de 40 personnes, temps plein. C'est assez atypique parce qu'en fait... Ah oui, mais comment vous gagnez votre vie avec un système gratuit ? Ah ça c'est l'open source, ça. C'est un problème qui est résolu depuis très longtemps. Oui, mais les auditeurs, ils peuvent ne pas savoir. Tout à fait, ouais. Non mais c'est totalement vrai, et pour ça j'ai une réponse à 2 tiroirs. La première, c'est la société Red Hat. Alors ça va peut-être pas parler à tous les auditeurs, mais c'est une société américaine qui a été créée dans les années 90, qui a édité un système bien connu qui s'appelait Red Hat Linux, qui a toujours été gratuit à la base, et ils sont revendus pour plusieurs dizaines de milliards de dollars à IBM il y a quelques années. Donc ça a très bien marché pour eux. Et juste pour... alors c'est un peu une blague, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent en vendant de l'eau en bouteille en fait. Ça marche super bien. Et l'eau c'est gratuit à la base. Donc, Mais donc du coup, iOS, ça a été, on va dire, buildé from scratch. C'est parti de AOSP, Android Open Source Project. Ouais. C'est parti de quoi à la base Et du coup, derrière, c'est quoi Murena en fait exactement Parce que j'ai l'air de comprendre qu'on peut créer un compte sur Internet. Donc c'est quoi un petit peu les offres que vous avez ? Alors le système il n'est pas from scratch, parce qu'aujourd'hui faire un OS mobile from scratch c'est un peu compliqué quand même. Enfin il faudrait quelques centaines de millions d'euros je pense à peu près pour commencer une page blanche. Non c'est un dérivé d'Android, et juste pour bien préciser les choses, c'est un dérivé de LineageOS qui est lui-même
un fork d'Android, d'AOSP, qui a vocation à être porté sur un certain nombre de modèles de smartphones, ce qui fait que ça nous permet de couper les virages et d'aller un peu plus vite sur le fait de pouvoir proposer en tout cas EOS sur beaucoup de modèles différents de smartphones qui existent déjà, donc plus de 200 aujourd'hui. C'est moins que LineageOS, mais c'est déjà beaucoup, c'est bien. Et donc non, on n'est pas parti d'une page blanche. En fait, le truc c'est que au départ, si on veut créer un nouvel OS, on doit obligatoirement se baser sur un truc qui existe déjà, à minima sur un kernel, sur un noyau. Donc en l'occurrence un noyau Linux modifié, parce que Android en fait c'est basé sur un noyau Linux modifié, une libc modifiée, et ensuite on construit un truc différent. Donc nous on prend LineageOS, donc AOSP, puis on remplace toutes les applications par défaut, beaucoup d'applications par défaut, par d'autres applications par défaut, parce que elles cochent davantage les cases par rapport à ce qu'on veut faire. Et puis on nettoie aussi les couches basses, parce que en fait même dans AOSP en fait qui est un projet open source, parce qu'à la base Android est open source, il y a plein de choses qui vont déjà chez Google, hein. Même sur AOSP, quand on démarre un téléphone Android aujourd'hui, il fait un connectivité check, c'est un ping sur un serveur Google pour informer Google qu'il y a un téléphone Android qui démarre. Enfin, vous voyez, donc ce genre de truc on nettoie, tout ce qui est NTP servers, DNS servers, tout ça, et puis on remplace les applis par défaut, puis après on remonte dans les couches, et puis on arrive jusqu'à la couche utilisateur, donc le store d'applications, tout l'équivalent de Play Services, etc., qu'on ne garde pas évidemment, et on remplace par des équivalents open source qui soit remplacent complètement, soit exploitent une partie des API de Google, je pense à Play Services là en l'occurrence, pour pouvoir faire une espèce d'interface anonyme entre l'OS et ces services Google qui sont utiles, parce que ça peut être par exemple les push notifications, donc les notifications qui viennent des applications mais qui passent par des serveurs Google. Si on fait pas ça, il n'y a pas de notification. Donc nous on a fait le choix de dire les notifications c'est comme un truc assez utile que les utilisateurs souhaitent. Donc on va mettre en place un équivalent open source à Play Services, qui va pouvoir exploiter les API de Play Services pour pouvoir permettre à l'utilisateur d'avoir les notifications push des applications qu'il utilise, mais de manière anonyme. C'est-à-dire que Google ne peut pas exploiter ces données-là à titre de profiling, pour profiler les utilisateurs pour faire de la pub. Et puis on a aussi toute la partie store. Donc là, l'idée c'est vraiment de rester compatible avec les applications Android. Donc là il y a plein de choses à faire, parce que par défaut c'est pas si simple que ça. Et puis de pouvoir accéder au catalogue des applications Android. Et nous on a fait le choix de recréer une application en fait qui va aller se connecter à la fois au Play Store de Google pour pouvoir donner accès au catalogue de toutes les applications Play Store, donc, grosso modo commercial, hein, que ce soit payant ou gratuit, et les applications aussi F-Droid, hein, donc il y a un repository d'applications open source, et puis aussi des applications Progressive Web Apps. Donc en fait on intègre différentes sources d'applications dans un truc qu'on appelle App Lounge, qui permet d'offrir à l'utilisateur une expérience assez homogène en fait, et tout en garantissant, alors je vais juste développer un tout petit peu derrière, mais qu'il ne va pas être profilé parce qu'il a un compte anonyme en fait, pour accéder notamment aux applications App Store de Google. Et s'il veut des applications payantes, là pour le coup, il a le choix aussi de mettre son vrai compte Gmail. S'il veut acheter sur le web une application payante avec un compte Gmail, il va pouvoir les réinstaller sur son téléphone in fine. Voilà. Mais alors comment on protège la vie privée quand l'utilisateur télécharge une application? Je vais prendre un exemple classique. On peut difficilement se passer au minimum de Signal. Donc quand je télécharge Signal, c'est sur le magasin Android. Et qu'est-ce que je vais avoir en plus par rapport à Signal sur un téléphone normal? Ouais, alors effectivement, mais c'est pas forcément le cas, parce que alors je pense le magasin d'applications finalement c'est pas tellement l'enjeu, parce que pour le coup si on prend Telegram, qui est une autre application un peu comme Signal, elle est disponible aussi sur F-Droid. Telegram FOSS, la version open source.
En fait, Signal, ils veulent pas en fait, qu'il y ait de fork open source, enfin un truc qui se balade, donc ils font leur truc officiel. Mais en fait, c'est pas ça tellement l'enjeu. Le truc, que ça soit téléchargé du Play Store ou de F-Droid, si l'application elle est vertueuse à la base, elle va le rester. Par contre, si elle n'est pas vertueuse, elle restera pas vertueuse. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu comme ça que comment dire. Donc c'est à l'utilisateur de savoir à chaque fois qu'il télécharge une appli si elle est vertueuse ou pas. C'est exactement ça, et on va l'aider un petit peu, nous, parce que dans le store d'applications, dans le magasin d'applications qu'on propose, on propose deux choses. Enfin, on propose une chose qui est de proposer un score de privacy, donc un score de vie privée, entre guillemets. Ouais, je suis sûr que j'ai des trucs pas vertueux, là. C'est très probable, ouais, mais souvent les gens. Et en fait, on va guider l'utilisateur. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de l'enfermer dans un truc et lui dire, voilà, il faut que tu fasses ça et tu vas te couper du monde. C'est de lui dire, voilà, tu as tout ça qui est disponible et telle application, elle a 5 sur 5 de privacy, donc tu peux être à peu près confiant. Et souvent, les applications qui viennent de F-Droid, c'est le cas. Et puis, si elle a 0 sur 20, ça veut dire que probablement, elle va avoir plein de trackers. Parce que le problème, souvent, des applications, c'est les trackers. C'est-à-dire que c'est comme des cookies sur Internet, sur le web, mais c'est pour les applications. C'est-à-dire, les trackers, c'est un truc qui va permettre à peut-être 20 entités différentes qui ne sont pas l'éditeur de l'application de suivre votre utilisation de l'application en temps réel. Ils vont savoir qu'à tel moment, vous allez être en train de consulter, d'ouvrir l'application, de consulter un article, etc. Et ça, c'est problématique. Non, mais au moins, avec le web, on peut espérer commencer à contrôler quelques trucs, mais avec les applis, on est mort. Alors, oui et non. Sur les applications, on informe les utilisateurs des trackers, donc les applications, qui vont être inclus dans l'application. Et ça, on le fait avec Exodus Privacy, qui est un projet français, qui analyse toutes les applications mobiles Android et qui regarde dedans, qui les décompile et qui va regarder, analyser tous les trackers qui sont connus, parce qu'il y a des listes qui sont assez publiques, et pour pouvoir dire, voilà, dans cette application-là, tu vas avoir ce tracker, ce tracker, ce tracker, ce tracker. Et là, au final, l'utilisateur, il va savoir très vite, et ça, je pense que EOS est probablement, je dis bien ça, le seul système d'exploitation mobile aujourd'hui à proposer cette information-là à ses utilisateurs. Et en plus, on va un petit cran plus loin depuis un peu plus d'un an, c'est que on a un module qu'on a développé qui s'appelle Advanced Privacy qui permet non seulement de connaître les trackers qui sont activés de manière dynamique quand on utilise les applications, mais aussi de les couper. C'est-à-dire que quand j'utilise une application média, X ou Y, je vais pouvoir savoir qu'à tel moment, tu as 3 ou 4 ou 5 ou 10 trackers, parfois c'est jusqu'à 30 ou 40, et je vais pouvoir les couper. Et ce qui est génial, et ça c'est un truc on n'y croyait pas au départ, mais c'est que quand on les coupe tous ces trackers, l'application, 99% du temps, elle continue de bien fonctionner. Mais quand je dis bien fonctionner, ça veut dire qu'elle fonctionne vraiment très bien, on s'en aperçoit pas. Et en fait, le truc dont on s'aperçoit qu'on a l'habitude des applications avec tracker, c'est qu'on utilise l'application, tout d'un coup, tu as toutes les pubs qui disparaissent. Par exemple. Ça, c'est génial, quoi. Donc, tu utilises une application de météo, par exemple, comme des applications très connues de météo en France, tu vas pouvoir les utiliser sans tracker, et en plus, tu n'as plus toutes les pubs qui s'affichent. Alors, j'ai pas trop utilisé Lineage OS et antérieur, mais il me semblait que la valeur ajoutée qu'ils proposaient, c'était la gestion fine des permissions, justement, pour empêcher les applications d'accéder à ton carnet d'adresse ou de ce genre de choses. Features qui aujourd'hui ont été ajoutées dans AOSP, je sais plus, à partir de la version 12 Android, j'ai plus le chiffre exact en tête. Est-ce que vous rajoutez des fonctionnalités de sécurité par-dessus ces mécanismes, ou est-ce que vous utilisez ceux du système ? Les mécanismes qui sont déjà dans Lineage OS et pour le coup pour AOSP maintenant, il y a plein de mécanismes qu'on garde parce qu'ils sont bons, quoi. Enfin, la gestion des permissions, etc. Ça, on le laisse parce que c'est utile et plus qu'utile, c'est nécessaire même. Mais on rajoute des trucs au-dessus. C'est-à-dire que déjà, on supprime de Lineage parce que
Dans Lineage, j'ai aussi tous les trucs dont j'ai parlé, le connectivity check, les DNS par défaut sur Google, des trucs assez bas niveau que nous on nettoie. Les applications par défaut, c'est pas forcément les choix qu'on fait. Et puis par-dessus, on rajoute des fonctionnalités additionnelles. Et en l'occurrence, le fameux Advanced Privacy dont j'ai parlé sur la gestion des trackers et la coupure des trackers des applications. Ça, c'est un truc qu'on a développé nous-mêmes et qui aujourd'hui n'est disponible que dans EOS. C'est un peu une sorte de p-hole là pour les experts là un petit peu, hein, c'est ça, qui est finalement directement intégré au device ça, Android. Ouais. Et donc là, du coup, vous supportez à peu près 200 devices, c'était ce que tu disais? Il y a 200 smartphones, grosso modo. Et donc Murena, en fait, c'est quoi exactement? C'est votre offre commerciale? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est toute l'histoire du nom qui est un peu... voilà. Murena, c'est le téléphone qui permet compliqué. d'avoir EOS d'origine déjà. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, plus les services en ligne, parce qu'en fait, on a une particularité, c'est qu'on développe un OS mobile, mais on fait aussi des services en ligne un peu, tous les services un peu basiques que la plupart des gens ont l'habitude d'utiliser. L'idée, c'est que utiliser un téléphone Murena avec EOS et utiliser dedans du Gmail pour le mail, tout ça, ça n'a pas tellement de sens, du Google Calendar. Donc en fait, on a recréé aussi tout le pendant service en ligne qui offre les mêmes garanties que l'OS, mais avec du courrier électronique, du calendrier, du stockage en ligne pour les photos, les fichiers, partage de documents, édition de documents en ligne, et tout ça qui synchronise en fait avec l'OS. Et ça, c'est basé sur Nextcloud. Donc Nextcloud, c'est un super projet open source, totalement, 100% open source, qu'on a un petit peu modifié, qu'on a plusieurs niveaux d'interface pour que ce soit un petit peu plus sympa à utiliser. Et puis aussi le côté mail, qui n'est pas disponible par défaut dans Nextcloud, qu'on a rajouté. Et aujourd'hui, ça permet aux utilisateurs de EOS d'avoir à la fois un OS sympa, qui fonctionne bien, et toutes les garanties sur la vie privée sur le mobile, et aussi les services en ligne qui sont associés et qui permettent de l'utiliser comme si on utilisait... je veux dire, l'idée, c'est vraiment de recréer ce que fait Google sur Android, mais d'une manière beaucoup plus vertueuse. Alors maintenant, on va peut-être faire un point sur les aspects cyber et les challenges que tu as pu rencontrer. Quels sont-ils ? Sur les aspects purement sécurité, alors là, c'est un sujet... Alors, moi, je suis j'ai un point de vue assez radical. Alors, ça peut choquer certains, mais sur le fait que la sécurité et la privacy, la protection des données personnelles, c'est pas la même chose, en fait. C'est deux sujets qui sont différents, qui sont liés, qui ont des liens, mais c'est pas les mêmes sujets. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très bonne protection de la vie privée avec une sécurité, on va dire, basique. Zéro sécurité, c'est jamais une solution, très clairement. Mais inversement, on peut avoir un système ultra sécurisé qui soit extrêmement mauvais au niveau de la privacy. Je pense que tu peux avoir un système qui va de manière extrêmement bien sécurisée pouvoir acheminer tes données personnelles pour à des fins extrêmement néfastes, très mauvaises pour les services secrets de la Stasi ou je sais pas quoi. Je dis la Stasi, ça n'existe plus, donc on peut peut-être le citer. Mais il y a quand même un sacré boulot pour maintenir à jour le noyau, toutes les librairies sous-jacentes, etc. En plus, j'imagine que vous n'êtes pas forcément dans les embargos, ce genre de choses. Est-ce que vous avez eu des problèmes de sécurité vous avez dû, on va dire, être créatif? Est-ce que tu voudrais partager quelques anecdotes ou quelques histoires d'horreur? Je vais être totalement transparent. Tout ce qui est vraiment très bas niveau, il y a des communautés qui s'en occupent. Donc nous, on intègre, on assemble, on met ensemble, on fait un produit et on part des sources qui fonctionnent bien. Donc le challenge pour nous, c'est plutôt d'être à jour par rapport à tel ou tel security fix qui va être fait pour le noyau, pour Android, etc. Donc c'est plutôt ça pour le navigateur web aussi, parce que c'est un gros sujet, le navigateur web. Je vais donner un exemple, parce que sur le navigateur web, on était en retard de plus de 6 mois
sur les sécurités, les updates de sécurité du navigateur web. Et ça, c'est pas une bonne chose parce que on sait que sur le navigateur web, il y a vraiment un super terrain de jeu pour des gens mal intentionnés pour venir faire des choses qui sont pas terribles. Donc pour nous, c'est plus ce challenge-là, en fait, c'est d'être vraiment à jour avec l'état de l'art de la sécurité. On n'invente pas grand-chose en termes de sécurité. On n'a pas vraiment de gros projets, hormis un projet quand même qui est le chiffrement de bout en bout, parce qu'on pense que, en particulier sur tout ce qui est stocké comme données personnelles sur le cloud, qu'on opère, évidemment c'est chiffré, évidemment on a plein de trucs de sécurité qui sont mis en place autour pour protéger les accès, pour avoir des alertes en cas de... etc. Tant qu'on n'aura pas un système vraiment de chiffrement de bout en bout sur les données utilisateurs, on ne sera jamais sûr qu'il n'y aura pas un problème. On ne peut pas être sûr, parce que la sécurité ultime, ça n'existe pas. Enfin, j'avais un prof de fac qui nous disait, il y a un peu longtemps, que si vous voulez de la sécurité sur un ordinateur, sur Internet, il y avait un seul moyen, c'était de le débrancher d'Internet. Et ça n'a pas changé, en fait. Dès l'instant où vous avez un téléphone ou un ordi qui est branché sur Internet, il n'y a pas de sécurité absolue. Parce que même si vous êtes à jour de toute votre mise à jour de sécurité, bien évidemment, il y a énormément d'autres problèmes de sécurité qui existent, qui soit ne sont pas connus du tout, soit qui ne sont pas connus par ceux qui éditent le logiciel, qui sont connus que par certaines personnes. Donc en fait, c'est toujours un jeu de chat à la souris et de course en avant. Donc voilà, nous on essaie juste d'être à jour à un moment, état de l'art de sécurité, et on peut difficilement aujourd'hui faire mieux, sauf le chiffrement de bout en bout pour le coup. Et voilà. Et quand tu parlais finalement là, de ces 6 mois que vous n'étiez pas à jour sur le navigateur, j'ai 2 questions. C'est du coup, vous êtes arrivé à réduire ce temps là, donc là, je sais pas, au niveau de Murena, en fait, déjà, vous êtes arrivé à le réduire. Et deuxième question, c'est quel est le navigateur que vous avez du coup Est-ce que vous êtes sur un Chromium based ou je sais pas, similaire? Ouais, on a choisi de se baser sur un navigateur avec une base Chromium pour des raisons de performance, parce que comme je le disais un petit peu avant, on propose aussi dans les applications des PWA, donc des Progressive Web Apps, et les benches qu'on a fait sur les navigateurs web ont montré que je ne sais pas si c'est malheureusement ou pas, mais en tout cas les navigateurs web basés sur Chromium étaient beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficients que les autres. Et donc on est parti sur cette base. Donc aujourd'hui sur le navigateur web, on fork un projet qui s'appelle Bromite, qui est un navigateur web basé sur Chromium et qui apporte des réglages par défaut et des patchs en fait qui améliorent la sécurité et la privacy surtout, enfin la protection des données personnelles du navigateur web. Et on fait nous-mêmes, on le fork. Quand je dis on le fork, c'est-à-dire qu'on fait aussi nos propres réglages, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on restreint ou au contraire qu'on autorise en fonction de ce qu'on souhaite apporter comme fonctionnalité. Et c'est là-dessus qu'on était un peu en retard, sur 6 mois quand même, c'est pas mal, sur les mises à jour de sécurité. Et voilà, donc là c'est en voie de résolution, on a réussi à trouver un nouveau process et puis aussi des personnes qui avaient la connaissance nécessaire, parce qu'aujourd'hui rebuilder Chromium c'est pas un truc ultra trivial. C'était déjà le cas il y a 20 ans quand il s'agissait de rebuilder Mozilla, donc ça n'a pas changé, ça s'est pas tellement amélioré. Et je me posais la question il y a quelques semaines, pour être un adepte de tout ce qui est Adblock, uBlock, etc., justement sur les navigateurs standards qu'on peut avoir sur les laptops. Je me posais la question de comment ça se fait qu'on n'avait pas nécessairement les mêmes équivalents sur Android, dans le Play Store. Vous êtes les seuls, non, à proposer ce type de choses pour enlever les trackers, enlever les pubs Alors, sur les applications, je pense qu'on est un des seuls à proposer un blocage des trackers. Sur le navigateur web, par contre, je pense que là, pour le coup, il y a quand même beaucoup plus de... On n'est pas du tout les seuls. Donc nous, oui, dans le navigateur web, par défaut, il y a un blocage des
comment on appelle ça, des pisteurs, enfin et un adblock, enfin des publicitaires, des pisteurs publicitaires. Mais je pense pas qu'on soit les seuls. Donc nous on le met par défaut parce que voilà, les utilisateurs apprécient ça, puis on pense que c'est une bonne chose. Mais non, je pense que ça. Enfin, quand on voit même sur le PC, il y a quand même aujourd'hui, il y a quand même énormément de monde qui met des adblockers parce que la publicité, c'est quand même assez insupportable. Donc, Sur PC, oui, mais après sur Android, je trouve que ça semblait en tout cas plus réduit sur les possibilités. Typiquement, AdBlock, je crois qu'il marche seulement sur Opera, sur Android, et je crois qu'il y a encore. Comme je sens que le mot de la fin va arriver, je vais quand même placer la séquence boomer. Au début, tu as dit que tu as lancé le projet parce que il n'y avait rien en dehors d'Android et iOS, mais on est quand même tous assez vieux ici pour avoir connu Windows Mobile, Symbian, Linux MyMo sur Nokia. Enfin, il y en avait des projets à l'époque dont certains étaient open source, et Firefox OS aussi, qui a quand même eu un succès d'estime. Plus que ça, même. Et Ubuntu Touch. Non, mais totalement. Mais quand je disais il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'il y avait... moi, en tout cas en 2017, parce que j'ai commencé le projet en 2017, j'étais un utilisateur vraiment lambda de smartphone, c'est-à-dire que j'avais un iPhone depuis 2007, parce que évidemment, quand le premier iPhone est sorti, j'ai trouvé un moyen de me le faire expédier des US 2 mois après sa sortie, parce que ça m'excitait beaucoup. Et j'étais hyper conquis parce qu'il y avait absolument tout de ce dont j'avais besoin à l'époque sur un smartphone, qui permettait même de pouvoir à l'époque pouvoir se connecter avec un SSH dessus, enfin quand on poussait le bouchon un petit peu plus loin. Et donc j'étais un peu là-dedans, et donc j'étais un utilisateur assez lambda finalement, enfin, même si j'aimais bien pouvoir... Il n'y a pas grand monde qui se connecte avec SSH sur un téléphone, mais... oui, enfin les gens qui faisaient ça, ils avaient un Nokia. Hein. Alors peut-être avant, mais je sais pas Nokia. Moi j'avais plein de Nokia avant et je me suis jamais connecté sur moi SSH j'ai toujours eu des Nokia, les Nokia Linux, toute la série des Nokia Linux. Ah, mais t'as pas connu les téléphones Nokia sous Linux? Je suis passé à côté d'un truc. Là. Ah ouais, là t'es passé à côté d'un truc énorme, IRC, SSH, un vrai Linux sur un téléphone Nokia avec un magnifique clavier. Ah ben voilà, moi j'ai eu toute la série jusqu'à que ça s'arrête. Eh ben s'il y avait eu ça, probablement j'aurais pas lancé OS et Murena. Ah ben maintenant j'ai Murena. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que voilà, moi je suis un geek, mais je suis pas utilisateur geek de certains trucs. Et en l'occurrence, le smartphone, j'aime bien quand je l'utilise parce que ça marche, parce que j'ai des applications dont j'ai besoin. Et que, voilà. Et j'ai pas retrouvé ça en fait, en dehors d'Android, et qui est encore à l'époque, en 2017, c'est pas. Mais en dehors d'iOS et Android à l'époque, bah oui, Firefox OS, oui. Et moi je l'ai testé, je connaissais une boîte qui faisait un projet là-dessus. C'est un des déclencheurs d'ailleurs du projet parce que je trouvais ça fabuleux. Et j'en espérais beaucoup, mais quand ils ont décidé d'arrêter, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait quoi? Ubuntu Touch, ça n'a jamais vraiment... on peut pas citer. D'autres projets non plus n'ont pas réussi n'ont pas porté leurs fruits. Donc, il y a un moment, soit on se dit, on se contente de ce qui existe, et du coup, je vais fier toutes mes données perso, et mes enfants, je leur dis quoi aussi? Il y a ça aussi. Hein. Il y a... vous vivez dans un monde de merde et il n'y a pas d'alternative, et tant pis pour vous. Voilà, non, c'est pas trop ma manière de voir les choses. Donc s'il y a un truc à tenter, on le tente. Ça marche pas. Pour l'instant ça marche un peu, donc et en plus mes enfants l'utilisent, donc c'est cool. Il y a un programme de bug bounty sur iOS. Alors on a essayé de mettre ça en place. Alors plutôt on a essayé de mettre un programme de feature bounty. C'est encore en ligne sur community.iFoundation, mais ça n'a pas trop pris. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas on est super ouvert là-dessus. Et là, vous avez besoin de quoi? Vous cherchez des gens qui auditent le code, vous cherchez à recruter, vous cherchez... de quoi vous avez besoin? Alors aujourd'hui, on a évidemment besoin de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui
qui nous challenge, et c'est déjà arrivé en fait. Plusieurs fois, on a eu des sites un peu spécialisés en sécu qui nous ont challengé sur tel ou tel sujet, et de manière un peu rude, mais c'est bien parce que ça nous fait réagir et puis on améliore le produit, et c'est très bien. Et ça, je serais ravi que ça continue. Après, en matière de sécurité, comme je le disais, sur tout ce qui est chiffrement de bout en bout, on a des projets. Et là, on voit pas trop la lumière pour l'instant parce que c'est un sujet qui est simple, qui est compliqué en apparence, mais qui est simple parce qu'il y a de l'état de l'art et qui est pas récent. Je veux dire. Mais par contre, en pratique, sur l'expérience utilisateur, le chiffrement de bout en bout, c'est un truc compliqué parce que on ne demande pas à une grand-mère de 80 ans de noter une passe-phrase de recovery sur un papier, que si jamais ça se passe mal, il va falloir qu'elle le retrouve. Donc ça, il y a plein de sujets. Donc là, surtout ce qui est chiffrement de bout en bout, ouais, on a besoin de pouvoir échanger, de pouvoir avoir des ressources, éventuellement. On peut financer certains projets, donc, mais là-dessus, on aimerait bien avancer. Ok Gaël, est-ce que tu souhaiterais apporter le mot de la fin? Quel serait-il? Très bonne question, je ne sais pas. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et ce temps d'échange intéressant. J'encourage tout le monde à essayer EOS. Je dis EOS en français parce que ça permet d'éviter les confusions. Enfin, les procès avec les grands noms de la tech. Et ravi d'échanger ensuite en ligne et avec toutes les personnes de bonne volonté qui sont constructives et bienveillantes aussi et qui souhaitent construire un monde meilleur sur le mobile. Ok Gaël, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.